Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 et notre invité est donc l'un des acteurs de cette mobilisation sociale pour cette première journée contre la réforme des retraites. C'est Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Bonjour. Bonjour. Alors on a appris, alors c'est pas vous le responsable, mais quand même on voulait vous faire réagir. À l'instant, la baisse de production d'électricité d'EDF suite à des interventions des salariés grévistes, c'est 2 fois l'équivalent de la consommation de Paris. Il manque, je crois, 7000 MWh sur le réseau. Pour l'instant, pas de risque de rupture, mais c'est quand même moins d'électricité qu'on exporte, moins de revenus. Est-ce que vous trouvez ça normal que la première heure d'un mouvement social contre une réforme, ce soit de s'attaquer aux outils de production ? Écoutez, quand il y a une grève, malheureusement, on arrête de produire, on arrête de travailler. Vous savez, certains de vos confrères aujourd'hui sont en grève, notamment aussi, et donc il n'y a pas de production télévisuelle, par exemple. Donc oui, malheureusement, quand on est en grève, on n'est pas au Japon, on met pas un brassard en disant qu'on arrête le travail, donc on arrête la production. Et donc il y a effectivement sur l'électricité, par exemple, moins de production. Il y aura sur le pétrole, par exemple, aujourd'hui, sur un jour de grève, effectivement, moins de production, effectivement, dans les raffineries. Mais voilà, ce n'est pas pour le moment le blocage complet, comme le gouvernement souhaite le faire croire aux Français, pas à ma connaissance du moins, et c'est pas ce que nous revendiquons. C'est le gouvernement qui souhaite faire croire à un blocage complet. Écoutez, oui, parce que depuis quelques jours, j'entends la musique de Madame Borne qui dit, notre Premier ministre, attention blocage, pas de blocage, etc., etc. Nous, on n'a jamais... Je croyais que c'est l'objectif de la grève de bloquer, moi. Ah non, la grève aujourd'hui, c'est effectivement de montrer notre mécontentement dans des manifestations et dans l'arrêt de la production. C'est pas un blocage, l'arrêt de la production, c'est simplement on arrête de travailler, donc on ne produit pas. Il n'empêche qu'aujourd'hui, qui a fait le blocage ? C'est la Première ministre. Il faut parler franc aux Français. J'ai assisté à toutes les concertations. Nous avons fait des propositions, parce que nous, à l'UNSA, nous sommes le syndicat des propositions. Nous avons porté un certain nombre de revendications sur le projet de réforme des retraites. Nous n'avons pas été entendus. Oui, mais parce que d'emblée, et je sais pas un reproche, c'est un constat, tous les syndicats, unanimement, ne voulaient pas entendre parler d'une augmentation de l'âge légal de départ en retraite. Donc à partir du moment où, de toute façon, le gouvernement, c'était sine qua non d'augmenter l'âge de départ, et vous, c'était sine qua non de rester à 62 ans... On en est toujours là. Ça ne servait à rien de négocier. Merci. Alors, mais je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que nous pensons effectivement que le gouvernement a une position extrêmement dure. Quand vous commencez une négociation, ou une concertation, pardon, c'est pas une négociation, avec des lignes rouges extrêmement fortes de la part du gouvernement, ça veut dire qu'effectivement, vous restreignez le champ de trouver un accord. C'est jamais une bonne méthode de négociation. Dans toutes les entreprises, si on commence en disant la négociation, je n'irai pas plus haut que ça, automatiquement ça bloque. Dans les entreprises, au bout d'un moment, il y en a un qui quitte la table. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est soit le gouvernement, soit vous. Mais quelle est l'issue ? Mais je vous pose la question. Moi, je suis extrêmement inquiet pour la démocratie. Je pense qu'effectivement, on a tout intérêt en France à changer notre mode de relation sociale. Aujourd'hui, il faut plus de dialogue, plus de concertation pour effectivement travailler ensemble pour trouver des solutions. Donc arrêtons de se mettre des lignes rouges permanentes et laissons aussi les partenaires sociaux travailler. Si le gouvernement n'avait pas mis de diktat sur l'âge et qu'il nous avait laissé le temps, avec le ministère du Travail, de présenter nos propositions, de les analyser, de les confronter vraiment, réellement, notamment sur le financement, peut-être nous n'en serions pas là. Donc il porte une lourde responsabilité. Le président de la République a voulu cette confrontation et nous on le regrette. Alors on est sur BFM Business, on peut parler un peu des grands paramètres de la réforme des retraites. L'idée du gouvernement, c'est de dire, je vous pose la question, est-ce qu'on peut être dans un pays où l'âge de départ à la retraite est 2, 3, 4 ans inférieur à celui de nos voisins, alors qu'on est dans une compétition économique mondiale, où on doit tous être plus performants, et où en plus les gens vivent plus âgés. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de ne pas d'accepter d'emblée, puisque c'est comme ça que vous êtes rentré dans la salle de négo, l'augmentation de l'âge de départ à la retraite ? Est-ce qu'il faut remettre en cause le SMIC parce que nous avons un SMIC plus élevé qu'en Europe ? Non. Non. La comparaison n'est pas forcément raison. Nous avons une différente forme de production en France. Nous avons différentes sortes de secteurs en France. Donc, nous ne sommes pas comparables. Par exemple, en Allemagne, les employeurs sont moins durs, entre guillemets, que les employeurs français. Quand en Allemagne, vous avez de la pénibilité, on parle avec vous de votre seconde partie de carrière. On essaie de vous lever de cette pénibilité. Mais la pénibilité, c'est un vrai sujet. Vous avez raison de mettre l'accent dessus. En France, la qualité de vie au travail, la santé au travail, est-ce que vous pensez que c'est vraiment au centre des concertations ? Mais l'âge de départ en Allemagne, c'est 67 ans maintenant. Mais pourquoi ? Parce que, par exemple, en Allemagne, vous pouvez négocier les secondes parties de carrière. Mais vous ne vouliez pas qu'on fasse 67 ans et négocier... Mais parce que par exemple, sur la pénibilité, aujourd'hui, qui a toujours bloqué ?
Quand nous avons concerté sur la réforme de la loi Touraine, il avait été mis en place un compte personnel de prévention de la pénibilité. Nous étions donc d'accord avec ça. Qu'a fait le gouvernement dès qu'il était élu, le gouvernement d'Édouard Philippe? Il a supprimé les critères de pénibilité. C'est 2017, on est 2017, 3 critères. C'est vrai. Et donc, du coup, la confiance, elle est difficile quand vous mettez une concertation sur des retraites, que vous acceptez à peu près une durée de cotisation plus longue en échange de la prise en compte de la pénibilité. La première chose que fait le gouvernement en arrivant, c'est de dire, vous êtes trompé, j'enlève les critères de pénibilité. Ça, c'est pas acceptable. C'est un coup de canif dans le contrat social. Et ça ne se passe pas en Allemagne. Il y a une confiance réciproque, il y a une loyauté de la discussion, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire que s'il y avait cette confiance, notamment sur la pénibilité, vous auriez pas accepté de passer à 63, 64 ans? Je dis simplement que si effectivement en France nous étions dans un autre système de dialogue social, les relations sociales seraient plus faciles et peut-être qu'il y aurait moins de conflictualité. C'est ça qu'il faut revoir. C'est aujourd'hui, moi je ne peux pas entendre, très franchement, qu'on me dise sur l'emploi des seniors par exemple, ou la pénibilité, c'est trop compliqué. On ne peut pas mettre de contraintes aux employeurs. Par contre, à vous, ça va le salarié travailleur, on va vous mettre une contrainte, on va vous obliger de partir plus tard. Mais si on fait confiance aux employeurs, permettez-moi de vous le dire, sur la pénibilité ou sur l'emploi des seniors, pourquoi on ne fait pas confiance à moi pour partir plus tard, tout seul, sans m'imposer les choses? Et ça, il n'y a pas de réponse. C'était l'idée de la réforme par points. Je reviens à la question de la comparaison européenne. Vous dites on peut être seul en France par rapport aux autres pays à partir plus tôt, c'est pas un problème. Mais il y a quand même un problème qu'on partage avec les autres pays européens, c'est la démographie. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de gens à la retraite que d'actifs. On a une natalité qui baisse partout en Europe. Qu'est-ce qu'on fait avec ce constat? On n'est pas différent des autres. Eh bien, vous avez raison. Donc ça démontre que le problème des retraites, c'est un problème de société qui est beaucoup plus global que cela. On parle de démographie dans ce projet de loi, quelle est la politique familiale en France? Qu'est-ce qu'on met en place? Comment on répond effectivement à cette problématique qui existe, que nous ne nions pas? Mais on n'en a pas parlé. On nous a simplement dit mesures punitives, âge. Mais pourquoi on n'a pas parlé de la politique familiale en France? Vous souhaiteriez par exemple qu'on revienne à un quotient familial, mais il faut... une allocation familiale sans condition de ressources, un quotient familial non plafonné? Est-ce que par exemple on se rend compte qu'il y a beaucoup de crédits non consommés à la CAF pour les crèches? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des freins? C'est tout ça qu'il faut analyser. Et on ne l'a pas fait. Je vous donne un autre exemple. Vous allez me dire, mais sur les finances, nous avons proposé un certain nombre de propositions à la Première ministre. Moi, ce que j'ai regretté... Par exemple, alors, nous avons pris en plus vraiment des solutions que d'autres ont portées. Je vous donne un exemple. La hausse progressive de 1 point de cotisation, pas que nous qui le proposons, le haut-commissaire au plan François Bayrou le propose aussi. Progressive. Charge patronale, progressive, 1 point. 7 à 8 milliards d'euros. Progressif, pourquoi? Parce que le déficit est en 2027. Donc on n'est pas obligé d'augmenter tout de suite un point de cotisation. On peut le lisser dans le temps. C'est beaucoup 7-8 milliards d'euros pour les entreprises au moment où on baisse justement les taxes sur la valeur ajoutée de 7 milliards. Ben voilà, vous avez tout compris. Oui, mais sauf qu'on le baisse parce que pour être plus compétitif et créer plus d'emplois. Et est-ce qu'on a la preuve de cela? Je vous donne un autre exemple de proposition. Oui. On a créé beaucoup d'emplois. On est aujourd'hui à 7% de chômage. Donc taxer les entreprises. Alors, c'est pas une question de taxer les entreprises. Non, c'est de vérifier aussi. Là, vous voyez, par exemple, est-ce qu'on vérifie l'argent ou les exonérations de cotisation, quels effets elles ont vraiment sur l'emploi? Moi, je serai employeur aujourd'hui. En fait, franchement, je serais un peu en colère. Je serais un peu en colère. Non, mais je serais un peu en colère. Si je suis vertueux sur la pénibilité, si je suis vertueux sur l'emploi des seniors, si je suis vertueux sur le pouvoir d'achat de mes salariés, et que l'employeur à côté ne l'est pas du tout, finalement, c'est moi qui y perds. Puisque je suis trop sérieux par rapport à la personne à côté qui ne joue pas le jeu. Vous attirez peut-être les talents et vous n'avez peut-être pas de problème de recrutement parce que justement vous êtes une entreprise qui plaît et c'est très important notamment chez les jeunes générations aujourd'hui de voir ce que l'entreprise fait aussi pour le bien commun. Mais c'est pas suffisant d'attirer les talents derrière. C'est pas suffisant. Donc vous voyez, je vous donne un autre exemple de financement puisque on parle des retraites effectivement. Vous avez aujourd'hui une baisse des cotisations familiales sur les hauts salaires entre guillemets jusqu'à 3,5 SMIC. D'accord? C'est une baisse qui est compensée par l'État. Oui, mais en même temps, 4 milliards d'euros. On plafonne les avantages familiaux pour les revenus aisés. Donc vous dites qu'on peut aller trouver de l'argent partout, sauf dans la réforme des retraites. Et les cotisations familiales et les allocations. Là, simplement, on baisse les cotisations employeurs. Oui, on baisse les cotisations parce qu'il n'y a pas... 4 milliards d'euros. Ouais. Amendement au projet de loi de finances et de sécurité sociale cette année, porté par un certain nombre de députés, Sacha Houlié, Marc Ferracci, qui soutiennent la réforme des retraites, avait proposé, parce qu'on sait très bien que sur l'emploi, cette baisse des cotisations sociales n'a aucun impact. C'est sur les hauts revenus. Donc c'est sur des gens, effectivement, des salariés qui trouvent du travail plus facilement que les autres. Donc pourquoi on fait ça? Puisque ça n'a aucun impact sur l'emploi et que la Cour des comptes le dit.
France Stratégie le dit. Donc des députés de la majorité eux-mêmes ont proposé de supprimer cette baisse de cotisation. Vous la supprimez. Et par contre, ces 4 milliards d'euros que l'État a donnés à la famille du coin d'échange, vous le mettez sur les retraites. Du coup, je vous pose la question de début, comment on va en sortir? C'est-à-dire que si on ne retire pas la réforme des retraites telle qu'elle est, on continue à baisser le niveau d'électricité de la France comme ça pendant les jours à venir en montant un peu le curseur? Je pense qu'il faut que vous posiez la question aux responsables de cette situation. Voilà, je pense qu'il faut vous poser la question vraiment au gouvernement. Si le gouvernement nous dit, ce soir, malheureusement je n'y crois pas, écoutez, on doit réfléchir ensemble. Et si on trouvait des solutions ensemble, en bonne intelligence, analysons toutes les solutions. Allez, on revient à la réforme par points, vous êtes d'accord? Écoutez, la réforme par points, au moins, effectivement, il y avait un débat plus global sur les retraites. Voilà. Et donc, nous, on avait une position équilibrée sur ce sujet en disant, il faut regarder, nous avons beaucoup travaillé avec l'équipe à l'époque, effectivement, du gouvernement, sur ces sujets-là. Parce que nous voyons bien aujourd'hui, c'est pas une question de reculade. Moi, souvent, on me dit, vous voulez que le gouvernement recule. Moi, j'aime pas le mot reculer. Un gouvernement, il doit être à l'écoute des citoyens. Si les citoyens sont contre cette réforme, c'est qu'il y a peut-être mal donne. Donc, s'il y a mal donne, on reprend le sujet et on essaie de trouver des solutions. Nous, on n'est pas dans la confrontation pour la confrontation. Ça n'a jamais été notre fonds de commerce. Pardon. Merci beaucoup, Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, d'avoir été notre invité ce matin.